Bonjour à tous et à toutes, est-ce que vous allez bien? Ah ouais, c'est bientôt l'heure de manger. Et puis ça va pas durer parce qu'on va parler documentation. En tout cas, vous êtes courageux et courageuses parce que vous êtes là, il est midi, et parler de documentation, c'est jamais toujours simple. Le choc des titans, agilité versus DevOps. L'agilité dit la chose suivante: des produits opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive, compréhensive. Et le DevOps, fils de l'agilité, en 2008, Patrick Debois a écrit un papier sur comment gérer de l'infra avec la pensée agile. En 2009, le DevOps. Le DevOps affirme depuis 2 ans, avec les State of DevOps Report, une documentation de qualité si vous voulez avoir des logiciels et des produits opérationnels. Qui a raison, qui a tort, peu importe. Ce que je constate, c'est que la gestion du savoir, la connaissance, est aujourd'hui clé et un enjeu dans les entreprises. Ma première observation, l'affirmation, je n'ai pas retrouvé de qui c'était, mais le savoir d'une organisation rentre chez lui tous les soirs. C'est beau, hein? Ça veut dire quoi? Nous, personnes, on compose les neurones du cerveau de l'entreprise. Lorsque l'on rentre chez nous, lorsqu'on déconnecte de l'ordinateur, mais ce savoir dans l'entreprise n'est quasiment plus là. Qu'est-ce qui reste? Les bases de données et la documentation notamment. Et en fait, ça devient stratégique parce que quand ces neurones ne sont plus là, pour des raisons de départ ou autres, ben en fait, on perd petit à petit des petites miettes de la connaissance de l'organisation. Première observation. La deuxième observation, que j'aime beaucoup, que j'ai observée, au secours, on a un SPOC, un Single Point of Knowledge. Alors, je suis sûr que vous connaissez ce type de profil. C'est souvent une personne qui prend plein d'opportunités, qui est souvent contactée, et elle adore ça, elle adore aider. Deuxième particularité, la personne est multicasquette, multicompétente. Ça vous parle, ce genre de profil? Et dernière particularité, elle est très, voire trop souvent, contactée en cas de problème. Bref, très sollicitée. Un SPOC avec un K est souvent un SPOC avec un C, c'est-à-dire que comme elle est souvent sollicitée, elle est également un Single Point of Contact. C'est-à-dire qu'elle va savoir qui contacter dans l'organisation pour résoudre les problèmes. Peut-être Jean-Bernard pour des sujets de base de données et Aline pour des sujets de sécurité. Ma question, à votre avis, que se passe-t-il si cette personne est absente d'un coup? Je ne dirai pas, mais ça sent le roussi et potentiellement votre service commence à percevoir des risques en cas de problème. Troisième et dernière observation, évidemment avec le hype de l'IA. Si on prend les RAG, les Retrieval Augmented Generation par exemple, qui en ce moment depuis mars est pas mal hype, on a forcément sur le modèle AWS par exemple, la base, c'est quoi? C'est ici. Je vois beaucoup d'opportunités autour des gènes IA et la data est de pas très bonne qualité. Et votre documentation qui est ingérée est importante aujourd'hui, il devient un enjeu. J'affirme la chose suivante, donc la documentation a un rôle clé aujourd'hui dans la gestion des connaissances de votre entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une forme de commit de notre savoir, d'une partie de notre savoir. Ça ne nous remplacera pas, je vous dirai pourquoi. La deuxième affirmation, qui n'est pas de moi mais de DevOps, c'est que c'est également elle a un rôle clé dans la performance. Si on prend les State of DevOps Report et une étude qui est basée sur une étude qui s'appelle Accelerate, peu importe, ici la documentation, selon ce corps modèle, aurait un impact sur la mise en œuvre de toutes les capabilities techniques connues du DevOps. Trunk-based, deployment automation, continuous testing, etc. Derrière, ça va augmenter l'impact potentiellement sur notre performance à délivrer en continu. Et derrière, il y a un lien avec le business. Cette étude est relativement solide. Aucun expert DevOps, aucun spécialiste de l'agilité, qui que ce soit, n'a pu démontrer que cette étude n'était pas valide. Alors je me suis posé la question, ça a l'air intéressant, et j'ai voulu tester. Mais j'ai voulu tester en me disant qu'il faut d'abord que la documentation, c'est bien, mais il faut qu'elle soit de qualité. Qui a des documentations de qualité? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vous propose 3 critères que j'ai expérimentés pendant 1 an. Première chose, la documentation doit être claire. Je vois trop souvent de confusion dans les documents, dans les documentations, les gens n'arrivent pas à s'aligner. Et le but, c'est de rendre
beaucoup plus limpide le contenu. On va voir comment. Bref, remplacer tous les quiproquos. J'aime beaucoup cette image avec la personne qui dit que c'est un 6, l'autre un 9. Même sous un autre angle, on pourrait dire c'est autre chose. Et le but, c'est de chercher à aligner les discours, à aligner les visions. Bref, c'est pas toujours simple. La deuxième, le contenu doit être pertinent. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est le critère majeur sur lequel je pousse. Je vois beaucoup trop d'affirmations qui mettent dans le doute ou qui ne créent pas, qui ne rassurent pas. Et le but, c'est d'aller chercher à augmenter la fiabilité du contenu. Un exemple. Je fais un talk sur la documentation, donc je suis expert. Ça s'appelle un sophisme. Ça a l'air logique, mais en fait, ça peut être trompeur. Et le but, en augmentant la pertinence de la documentation, c'est de développer notre esprit critique. Ok, pourquoi pas, mais pourquoi tu affirmes cela? Je vous en prie, bonjour. Troisième et dernier critère, peut-être un peu bizarre, mais c'est la documentation et ces informations doivent être facilement trouvables et accessibles. On pourrait parler d'affordance. Moi, quand je cherche une documentation dans mon outil préféré qu'on va appeler congruence, par exemple, au pif, c'est un peu quand je cherche les chaussettes ou les vêtements de mes enfants. Je trouve plein de trucs, mais pas la bonne information, pas la bonne chose. Je perds un temps monstre à trouver la bonne information. Bref, toute la pénibilité d'accès à la ressource en ligne, on va parler de Motion, en fait, est vraiment une perte de temps. Ça ne donne pas envie d'utiliser les documentations. Et le but, c'est qu'elles soient facilement accessibles. On va voir comment. 3 critères, donc. 1, que ça soit clair. 2, la pertinence. Et 3, que les informations soient facilement accessibles. Alors, dans les informations, le nécessaire est suffisant, pas non plus quelque chose de démesuré. On va combiner ces 3 critères, on va faire un petit jeu de couleurs. Si je mélange clarté plus pertinence, c'est-à-dire je comprends ce que je lis et en plus j'ai une source, par exemple, on me dit Martin Fowler fait quelque chose, justement, parle du trunk-based development et de feature flag, petit clin d'œil, par exemple. En fait, je comprends ce qu'il dit et la pertinence de Martin Fowler n'est pas à remettre en cause, je peux citer. Ça me donne un pouvoir de citer et d'aider l'entreprise de diffuser l'information. Deuxième jeu de couleurs, je mélange la clarté, je lis ce que j'en comprends et j'ai l'information accessible. Imaginons que c'est moi qui affirme des choses sur le trunk-based development, mais je n'ai pas la pertinence, mais par contre, les gens peuvent vérifier. La propagation du savoir et la vérification peut se faire ainsi. Les 2 derniers critères, si je mélange la pertinence et l'accessibilité, mais on ne comprend pas toujours, on peut partager et permettre à d'autres personnes de nous aider sur ça. Voici le diagramme de Venn de ces trois cercles qui donne pour moi, c'est ce que j'ai vu, de la documentation avec une petite erreur, j'ai inversé le U et le C, de qualité. Comment on met en œuvre ça? Parce que c'est bien sympa la théorie, comment on met en œuvre ça? Eh bien, je propose ce processus simple et safe to fail, c'est-à-dire le peu que vous faites ne va pas vous coûter très cher et ça vaut le coup d'expérimenter, de faire un petit POC. Je planifie de nouveaux rituels, je mets en place des revues de documentation en solo et après je fais une revue des commentaires en groupe. Si ce n'est pas OK, on fait une remise à jour de la documentation et on repart dans le processus. Sinon, si elle est OK, qu'elle est validée, je ne la publie pas tout de suite, on va d'abord la tuner, puis publier. Phase 1, planifier de nouveaux rituels. Voici un exemple fictif. Ce que je faisais en général, c'était le matin, quand le cerveau est frais et disponible et pas encore trop stressé, je faisais une revue solo de 30 minutes à des endroits clés où je pouvais. 30 minutes, pas plus, ça suffisait. Après, si on est chaud, on peut faire plus. Et surtout, en milieu de 2 semaines, je faisais une revue en équipe, des commentaires. La revue de documentation solo. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? En fait, c'est de commenter. L'astuce, c'est de bien commenter. Ce que j'ai utilisé au début, très bêtement, c'est PIC. En gros, P pour pertinence, I pour besoin d'accès à l'info, C pour clarté. Bref, les 3 critères que je vous ai montrés tout à l'heure. Voici un exemple fictif. Il est très léger, dans un but pédagogique, pour que vous puissiez comprendre. La procédure du guide d'installation outils DevOps nous permettra une totale garantie pour la résilience opérationnelle post-installation. Les outils DevOps devront être installés avec les droits admin, etc., etc. Voici le genre de phrase que je peux recevoir par mail, sur un README, sur Congruence,
ou alors d'un Word ou un PPT. Et si je suis relecteur, que j'ai mis mon processus parce qu'on est sensible à la qualité, je suis sensible à la qualité de la documentation, ma première chose, c'est le guide d'installation d'outils DevOps. Là, je suis frustré parce que j'y ai pas accès. J'ai besoin d'accéder au document. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'il est fiable, ce document? Est-ce qu'il est intéressant? Deuxième chose, le sophisme, une totale garantie. Pourquoi? Moi, j'ai besoin de savoir la pertinence de tes propos. Pourquoi tu me garantis ça? Pourquoi je pourrais te croire? J'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que si je dois prendre une décision sur ça, qui peut me coûter 50 000 euros, 100 000 euros, voire des millions, j'ai besoin que tu me rassures. Et dans les deux derniers exemples, les outils DevOps, là je suis très frustré parce que c'est pas clair. Lesquels? Qu'est-ce que tu appelles un outil DevOps? Il y en a, ils vont dire c'est Kubernetes, d'autres ils vont dire c'est d'autres outils. Moi j'ai besoin, et en plus j'ai besoin de l'information. Donc je combine les deux critères. Et derrière, le quatrième, si on est un peu sensible à la sécurité, là je tic tout de suite. Les droits d'admin, mais pourquoi? Est-ce que la sécu est OK? Des fois, il y a même des mots de passe dans les docs, et là tout de suite, si on n'a pas fait la revue, ça peut être catastrophique. Donc moi, j'ai besoin que tu me confirmes, et donc j'ai besoin de la pertinence de ce que tu affirmes pour les droits admin. Sauf que c'est un petit peu rude des fois par moment, parce que ce genre de commentaires, l'écrit, il y a tellement de biais par écrit qu'on lit. De toute façon, tout ce qui est code review, PR, on le voit bien. Des fois, on peut mal le prendre, on est plus fatigué, etc. Bref. Je propose les conventional comments que j'ai découverts grâce à Pauline Rambaud et Anne-Laure de Boissieu. Il y a le lien de la vidéo. Et ça donne un peu la chose suivante. L'idée, c'est de mettre un petit label qui dit quelle est l'intention de mon commentaire, et après de mettre le sujet et de terminer par éventuellement un petit smiley, etc. Et ça donne la chose suivante. Sur cet exemple, avec le guide d'installation outils DevOps, sur ce commentaire que j'ai mis, qui peut être un peu rude, ça devient la chose suivante. Remarque, 2 points. Peux-tu me fournir un lien pour accéder au document, s'il te plaît? Ce qui va faciliter la revue de commentaires en équipe. Vous voyez quand même que c'est plus clair, plus smooth de travailler comme ça. Dans le cas du sujet de la sécurité, même chose, source de la proposition, ça peut être un peu rude de le prendre comme ça. 2 points, pour moi, ça devient un problème. Je fais comprendre à la personne que pour moi, c'est un sujet qui est important. Est-ce que l'équipe sécu est OK ou non? Dans tous les cas, peux-tu me donner une validation et la mettre dans le document? Donc la personne sait même qu'il faut qu'elle mette cette approbation dans le document, on gagne du temps. Et ça peut donner ensuite, à la fin, ce genre de choses. Donc je prends tous les commentaires, et après je vais les agréger pour commencer à faire la revue de commentaires en équipe. La revue de commentaires en équipe, c'est d'abord rassembler les sujets par thème, et après j'y mets tous les comments. Ce n'est pas très important, vous faites à votre manière, mais ça permet de structurer un petit peu la réunion. Et après, c'est d'être factuel comme si vous étiez sur un rapport d'étonnement. Le but n'est pas de froisser, le but n'est pas de jeter le blâme sur quelqu'un. Le but, c'est de dire, la source de la proposition, elle me manque. Je constate que j'ai besoin. Est-ce que c'est normal? Pourquoi selon vous? Très simple. Mais quand on utilise les conventional comments, tout de suite, on gagne du temps sur la relecture, sur cette pratique. Quel intérêt? Alors, ce que je me suis aperçu au bout de 3-6 mois, ça prend du temps, c'est qu'à force de faire ça avec les mêmes personnes, déjà, on s'aligne sur le vocabulaire. On a corrigé potentiellement dans la documentation le vocabulaire, on s'aligne. Rappelez-vous de l'image du 6 et du 9, on est en train d'aligner petit à petit les visions. Et donc derrière, on aligne la compréhension. Avec du temps, on ressent aussi que les gens commencent à s'approprier le sujet. Ils deviennent autonomes. Avec du temps, on a donc une répartition stratégique de certaines informations. La personne qui était un Spock, petit à petit, devient moins un Spock. Moins, j'ai dit, seulement. Et enfin, la cohérence sur le discours tenu dans l'entreprise commence à se voir. Ça devient cohérent. À part si vraiment il y a une ânerie qui est propagée dans l'entreprise, mais normalement, il y a toujours des garde-fous si on fait des bonnes relectures. Bref, ce genre de situation, j'ai mis 3 mois parce que je l'ai constaté assez rapidement là où j'étais, mais ça peut aller sur du 6 mois, voire plus. Et je ne publie pas tout de suite, parce que moi j'ai un gros problème, c'est la chose suivante. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Alors, il n'y a pas de moi à l'image, il y a quelqu'un qui l'a créé, mais je la trouve très drôle.
Bah, effectivement, moi, en fait, quand je vais dans ce genre d'outils ou équivalent, dès que je tape sur un moteur de recherche, je sais pas, je tape DevOps Kubernetes, je me retrouve avec 300 pages. En plus, il n'y a même pas de SEO, de scoring, ça devient ingérable. Bref, je perds du temps à trouver la bonne info. Et donc, je me dis, moi, ma doc, j'ai pas envie qu'elle soit noyée dans quelque chose. Donc, je fais une forme de SEO, quelque part, entre guillemets. Comment je la rends visible, comment je la rends facile à trouver, etc., etc. Eh bien, il ne faut pas beaucoup de travail pour faire ça. Moi, déjà, la première chose, c'est dire qui a écrit la documentation. Donc là, c'est sur une page congruence, sur un Word, que sais-je, même sur un README. Déjà, dire qui a écrit la chose et en plus, derrière, mettre des points de contact. Si jamais cette personne, elle n'est pas là, c'est bien cool d'avoir le nom de l'équipe pour savoir qui remplace cette personne. Donc les référents ou référentes. Ensuite, structurer pour la lisibilité, ça je ne détaille pas, je pense que ça fait sens pour tout le monde. Mais il y a des fois, il y a des gros pavés où il n'y a même pas de bold, c'est pas propre, ça ne donne pas envie de lire. Derrière, créer des liens, des hyperliens très souvent. C'est ça la notion d'affordance. L'affordance, c'est donner envie de cliquer. C'est un peu comme on peut retrouver sur le digital marketing. C'est vraiment créer des liens, un lien pour l'utilisabilité de la documentation. Et enfin, le plus important, c'est de prendre les bons labels, de mettre des tags. Utilisez le système de tags et propagez-le. C'est le meilleur moyen de retrouver facilement votre documentation pour qu'elle devienne utile, utilisable. Bref, ensuite, testez l'accès à la documentation, parce que même si vous avez mis des labels, pas forcément qu'elle remonte tout de suite bien comme il faut tester, vous y habituer. Vous pouvez après fusionner les doublons, supprimer les pages qui... des fois, je me retrouve avec une dizaine de pages qui parlent quasiment de la même chose. Pourquoi ne pas fusionner? Pourquoi chaque équipe fait sa propre page pour parler du même sujet? Pourquoi chaque équipe ne pourrait pas pointer vers une page commune, tout simplement? Des fois, c'est faisable. Et enfin, informer surtout les personnes susceptibles d'utiliser cette documentation sur un Slack, etc. Telle documentation a été créée, voici le lien, vous mettez l'URL et derrière, vous allez augmenter le nombre de relecteurs et de relectrices pour encore itérer éventuellement et améliorer votre documentation. Au bilan, petit à petit, ce que je me suis aperçu, c'est que ma documentation devenait un peu plus utile. Je dis bien un peu plus. D'accord? Ça ne va pas révolutionner non plus, mais ça, c'est cool en fait. Utilisable aussi. J'ai créé des liens, j'ai donné des manières, des outils pour que les gens puissent utiliser cette documentation. Elle commence à être fiable avec la pertinence. Moi, c'est la première chose sur laquelle je travaille, c'est le sourcing des affirmations. Et enfin, elle commence à être sécurisée. Je vous ai dit, il y a des fois, il y a des choses autour de la sécurité, des tokens. Des fois, je me retrouve dans des README avec, on cherche un petit peu avec dans l'histoire du Git, sur certains repos, on retrouve des tokens, etc., qui sont potentiellement réutilisables ou pas. Il faut faire vraiment attention, quoi. Bref, presque une approche documentation as a product. Il y a juste la faisabilité, mais je pense que la faisabilité d'une documentation, on est d'accord tous et toutes qu'elle est avérée. Donc voilà les plusieurs étapes, et suite à tout ça, je peux enfin publier et me dire, on commence à avoir un MVP de ma documentation. Je le prends vraiment au sérieux, ce genre de sujet. Mais il y a une limite. Cette documentation ne nous remplacera jamais. Et ça, c'est un spécialiste du knowledge management, Dave Snowden, de l'entreprise Knevin, qui a dit la chose suivante: on sait plus que l'on ne peut dire. Les mots sont déjà des filtres de votre pensée. Les mots ne remplacera jamais, ne pourra jamais intégralement refléter votre pensée. Et de la même manière, l'écrit ne pourra jamais remplacer l'intégralité de vos mots et donc encore moins de votre pensée. On ne peut pas limiter le savoir d'une organisation et des personnes à de la doc. C'est sa limite. Ça reste un commit d'une partie, et je dis bien d'une partie de votre savoir. Qui a raison, qui a tort, peu importe. Je ne vais pas prôner qu'il faut faire absolument de la documentation de qualité. Ça dépend de votre contexte. Je sais que c'est une réponse très large, mais ça fait partie du jeu. Et le plus simple, c'est de tester, expérimenter des approches safe to fail. Le processus que je vous ai montré, qui est très petit, c'est assez rapide. Ça vous prend 4 heures éventuellement pour mettre en place ça. Et si ça ne vous plaît pas au bout de 2 semaines, 1 mois, vous jetez à la poubelle. Ce n'était pas le bon truc. Ça coûte quasiment rien. Et surtout, adapter les approches en fonction des résultats. Et pour terminer, il y a plein d'autres approches, évidemment, pour partager de la connaissance. La documentation n'est qu'une manière de le faire. Et comme dirait un autre Spock de l'espace,
alors je ne sais pas bien le faire, mais good logical and universal propagation of your knowledge, bonne propagation logique et universelle de votre savoir. Merci beaucoup.